Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Tengoku Daimakyu, année 2023. L'épisode commence avec un groupe de jeunes qui semblent vivre dans une ville fermée. On peut supposer qu'ils sont déjà nés dans l'apocalypse, ou l'effondrement comme ils l'appellent puisqu'ils ne savent pas s'il y a quelque chose au-delà de la mur qui les entoure. C'est comme s'ils vivaient dans une bulle alors que le monde qui les entoure pourrissait. La fille, Mimim, se méfie déjà de ce qui pourrait être à l'extérieur des murs et on la voit tenter Tokyo de sortir avec elle. Ailleurs, Maru et Kiru copient des maisons à la recherche de nourriture, comme dans n'importe quel bon décor post-apocalyptique. Ils ont trouvé des maisons où ils n'étaient jamais allés auparavant, où ils ont trouvé des choses non ouvertes comme une brosse à dents et du papier toilette. Mélanie a plus beaucoup de nourriture. Des gens qui ne sont pas morts de l'apocalypse elle-même, sont morts de faim, comme un couple qui l'ont trouvé dans la première maison. Maru et Kiruko sont à la recherche du paradis, bien qu'ils ne sachent pas ce que c'est exactement. Sur leur chemin, ils sont pris en embuscade par un couple de vieillards dégoûtants, qui d'après leur dialogue, il semble qu'ils cherchaient non seulement à les voler, mais à en profiter, car ils supposaient qu'ils étaient tous les deux des femmes. Maru a répondu instantanément qu'il était un garçon, et Kiruko a accepté en disant qu'elle était aussi un garçon. Mais les hommes ne sont pas tombés dans le panneau. Kiruko essaie de s'échapper, mais Maru commence à se battre avec eux, ce qui montre à quel point Maru est habile. Kiruko a également un pistolet à projecteur, et même si elle n'était pas sûre que cela fonctionnerait, cela a fonctionné. Le pistolet a effrayé les hommes, et Maru et Kiruko leur ont fait montrer leur place. Bien qu'ils n'y aient pas trouvé de nourriture, ils ont trouvé des piles pour recharger le pistolet de Kiruko, qui n'avait plus de piles. De retour dans la ville fermée, Tokyo ne peut pas dormir et pense à ce que Mimim lui a dit à l'extérieur. Comme toute personne curieuse qui ne peut pas dormir, il erre à l'extérieur, essayant peut-être de savoir comment quitter l'endroit, pour savoir s'il y a quelque chose au-delà de cet endroit. Il se fait prendre à l'extérieur par le directeur de l'endroit, qui en entendant sa question sur ce qu'il y a au-delà de cet endroit, elle lui demande s'il y a pensé lui-même, ce à quoi Tokyo répond que son ami l'a fait. Alors qu'ils reprennent leur voyage vers le paradis, ils finissent dans une auberge. La façon dont le propriétaire de l'auberge se présente est déjà un peu suspecte, mais les deux sont bien accueillis. Alors qu'ils prennent un repas ensemble, le propriétaire croit qu'ils sont sœurs et frères et qu'ils forment un couple, parlant avec eux des dangers de l'inceste, mais bien que Maru l'appelle sœur, ils ne sont en aucun cas liés, ils ne sortent pas non plus. Kiruko a simplement été embauché pour être son garde du corps. Le propriétaire de l'auberge leur dit qu'il y a un monstre qui se cache, et c'est pourquoi elle a une arme à feu avec elle à l'auberge. Maru et Kiruko proposent de le tuer, même si les armes ne sont pas là. Ne le tue pas. Ce qui est étrange, c'est que la nuit, alors que les deux sont sur le point de s'endormir, ils semblent avoir été drogués par le propriétaire, et ils s'endorment immédiatement. Dans la chambre à côté de la leur, la dame est assise avec son arme, et le monstre, une créature avec des ailes ressemblant à un oiseau et de multiples yeux, apparaît dans la fenêtre. Alors que le clair de lune se déverse dans la pièce, Kiruko se réveille en sursaut et voit le mangeur d'hommes à l'extérieur de la fenêtre, qu'elle et Maru recherchaient. Le duo attrape rapidement leur arme spéciale et se précipite hors de la maison pour chasser la bête. En chemin, ils croisent le directeur de l'hôtel, qui est également armé et les avertit des dangers de s'aventurer à l'extérieur. Mais Kiruko et Maru sont déterminés à trouver le mangeur d'hommes et à mettre fin à sa menace une fois pour toutes. Après une bataille intense, où Kiruko et Maru échappent de peu à plusieurs attaques rapprochées, ils élaborent un plan. Maru essaie de distraire le mangeur d'hommes pendant que Kiruko se prépare à tirer. Mais juste au moment où elle est sur le point d'appuyer sur la gâchette, le manager saute sur Kiruko et ordonne à la bête de s'enfuir. Confus, Kiruko et Maru écoutent l'histoire du manager, qui révèle que son fils a été enlevé par le mangeur d'hommes et qu'il ne représente plus une menace pour personne. Elle les supplie de garder secrète l'existence de la bête et de la laisser vivre en paix. Après avoir réalisé que le pistolet que portait Kiruko était à court de batterie, le duo excentrique a finalement pris un moment pour se détendre. Cependant, leur confiance dans le directeur de l'hôtel s'est avérée être une grave erreur, car elle a été brutalement attaquée et tuée par le mangeur d'hommes juste devant Kiruko et Maru. Malgré l'horrible expérience, le duo ne laisse pas la peur les paralyser et décide de poursuivre son combat contre le mangeur d'hommes. Dans un coup de chance, Maru a pu se rapprocher de la bête et finalement la tuer. Le lendemain, Maru a révélé à Kiruko son désir de trouver le paradis, un endroit où il croit qu'il y a un sosie de lui-même. Kiruko était initialement sceptique quant à cette idée, mais a finalement décidé de soutenir son partenaire dans sa quête. Maru montre avec enthousiasme à Kiruko un petit flacon de liquide, expliquant que c'est une drogue qu'il a été chargé d'injecter dans son sosie. Alors que Kiruko est sceptique, Maru insiste sur le fait que c'est nécessaire et que cela profitera à tout le monde à la fin. Leur voyage les emmène dans une ferme accueillante, où ils sont accueillis par des habitants sympathiques.
Au cours du dîner, un homme étrange au milieu d'eux annonce que Kiruko est une célèbre coureuse de karting qui a disparu après la mort tragique de son frère. Bien que l'homme souligne la ressemblance frappante des traits du visage, Kiruko nie avec véhémence cette affirmation, insistant sur le fait que ce n'est qu'une coïncidence. Après avoir passé du temps sur le bateau pour Tokyo, Maru décide d'exprimer ses vrais sentiments à Kiruko. Il lui dit qu'il veut vivre avec elle à la ferme et oublier leur quête pour trouver le paradis. Au départ, Kiruko ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire et décline l'idée, car elle n'est pas intéressée par une vie d'agriculture et de tabagisme toute la journée. Cependant, Maru propose alors de l'aider dans son travail, révélant qu'il a des sentiments pour elle. Kiruko est surpris par la confession et trébuche pour répondre, lui disant que ce n'est pas le bon moment ou le bon endroit pour une telle discussion. Mais Maru insiste et se penche pour un baiser, faisant ressentir à Kiruko un mélange de choc et d'excitation. La nonchalance de Kiruko en réponse à la tentative de Maru de l'embrasser était évidente, et elle s'éloigna sans hésiter. Maru n'a pas tardé à s'excuser, réalisant qu'il avait laissé ses émotions prendre le dessus sur lui. L'atmosphère entre les deux amis devint sérieuse alors que Kiruko avait une confession à faire, quelque chose qu'elle savait pourrait sembler incompréhensible à Maru. Kiruko prit une profonde inspiration avant de révéler que, malgré son physique féminin, elle s'identifiait comme un homme en raison de son esprit masculin. Elle a expliqué qu'elle avait toujours eu l'impression d'être piégée dans le mauvais corps et qu'il lui avait fallu beaucoup de temps pour accepter ce fait. Il y a environ 5 ans, Kiruko était une force avec laquelle il fallait compter dans le monde des courses de karts électriques. Elle était une figure populaire, remportant régulièrement des concours et générant des revenus importants pour l'orphelinat qu'elle soutenait. C'est au cours d'une de ces courses que le frère de Kiruko, Haruki, s'est retrouvé en difficulté, acculé et menacé par un voyou agressif. Heureusement, un homme nommé Robin est intervenu juste à temps pour sauver Haruki du mal. Il était rapidement évident que Robin n'était pas étranger à Haruki, car il le considérait comme un frère aîné depuis un certain temps. La raison de la surprotection de Robin est devenue claire. Il avait tragiquement perdu un frère dans une attaque de mangeurs d'hommes et portait le poids de cette perte avec lui depuis. Malgré l'expérience traumatisante, Robin avait trouvé un moyen de canaliser sa douleur pour protéger les autres, en particulier ceux avec qui il ressentait un sentiment de parenté. Alors que Haruki et Kiruko somnolaient dans leur chambre, une forte agitation à l'extérieur les réveilla. Ils ont rapidement appris que Robin et ses associés parcouraient la région à la recherche d'un mangeur d'hommes qui se cachait dans les environs. Malgré les conseils de Robin, Haruki s'aventura à l'extérieur et réussit à tuer la bête avec une arme. Cependant, Robin était naturellement bouleversé, car il avait averti Haruki de rester dans la sécurité de leur chambre. Pendant ce temps, Kiruko a continué à participer à des courses d'électrocartes et s'est avéré assez doué pour cela. Fait intéressant, il y avait un médecin qui accompagnait fréquemment les frères et sœurs, mais il refusait toujours d'être photographié. Au cours d'une course apparemment routinière, Haruki a repéré un mangeur d'hommes invisibles marchant le long de la piste. Craignant pour la sécurité de sa sœur et des autres coureurs, il a pris la décision impulsive d'affronter et de vaincre la bête avant qu'elle ne puisse causer de dommages. Quand Haruki s'est finalement retrouvé face à face avec le mangeur d'hommes, il s'est rendu compte que son arme était inutile contre lui. Malgré ses efforts pour le combattre, il a finalement été maîtrisé et laissé pour mort. Lorsque Kiruko est arrivée à cette partie de la piste de course, elle a immédiatement reconnu le danger et a ordonné à ses concurrents de faire demi-tour. Alors qu'il allait chercher de l'aide, Kiruko s'approcha courageusement du mangeur d'hommes et tenta de sauver son frère. Cependant, il était trop tard et elle n'a pu récupérer que le corps à moitié mangé de Haruki. Miraculeusement, Haruki a survécu à l'attaque et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Alors qu'il luttait pour entrer dans l'hôpital, il s'aperçut dans un miroir à proximité et fut choqué de voir le visage de Kiruko le fixer. Pris de panique, il a commencé à crier de façon incontrôlable, obligeant les médecins et les infirmières à se précipiter à son aide. Après s'être réveillé à l'hôpital et avoir entendu les médecins parler de la crise d'identité de Kiruko, Haruki se sent confus et désorienté. Il ne peut pas comprendre comment Kiruko pourrait penser qu'elle est lui, malgré leurs corps très différents. Alors qu'il essaie de donner un sens à la situation, il se souvient du médecin qui l'a soigné lorsqu'il a été amené à l'hôpital. Haruki demande aux médecins s'ils savent quelque chose sur lui, dans l'espoir d'obtenir des réponses. À sa grande surprise, les médecins lui disent que le médecin qui l'a soigné n'était autre que le mystérieux médecin qui était toujours autour de lui et de sa sœur. Il s'avère que le frère a atteint l'hôpital presque sur le point de mourir et le médecin a fait tout son possible pour sauver au moins la vie de Kiruko, qui prétend maintenant qu'il est en fait Haruki avec le corps de sa sœur. Malheureusement, le médecin qui a pratiqué l'opération sur Haruki avait déjà quitté la ville avant de pouvoir le rencontrer à nouveau. Malgré ce revers, Haruki reste déterminé à découvrir la vérité sur sa transformation bizarre. Sa quête incessante de réponses l'amène au siège de l'Asakusa Race Association,
où il espère trouver des indices. Cela fait 4 mois qu'il a repris conscience, et il est impatient de découvrir les secrets derrière le corps de sa sœur et l'étrange incident du mangeur d'hommes. Cependant, sa recherche prend une tournure inattendue lorsqu'il découvre que Robin, l'homme qui l'a sauvé, lui et sa sœur, a été assassiné. Alors qu'Haruki approfondit le mystère entourant son corps et les événements qui ont conduit à son étrange situation, il décide de visiter son ancien orphelinat, pour découvrir qu'il a été transféré dans une autre ville depuis la mort de Kiruko. Dans sa recherche de réponse, Haruki se rend compte qu'il n'y a aucune preuve pour confirmer la mort supposée de Robin, ce qui le pousse à lancer une quête pour le localiser. Le médecin qui a effectué l'opération qui a fini par transplanter le cerveau de Haruki dans le corps de Kiruko est la seule personne qui peut faire la lumière sur ce qui s'est passé, et donc Haruki entreprend également de le retrouver. Alors qu'Haruki se souvient de ses expériences, Maru devient de plus en plus sceptique quant à son histoire, mais Haruki reste déterminé à découvrir la vérité. Il y a des indications claires de chirurgie cérébrale dans les moments où Haruki se réveille de son état comateux, ce qui l'amène à croire que l'opération a bien eu lieu et que Kiruko a péri dans l'attaque du mangeur d'hommes. Leur conversation est interrompue par une forte agitation à proximité, et alors qu'il enquête sur la source du bruit, il se retrouve face à face avec un mangeur d'hommes colossal, son regard menaçant fixé sur eux depuis l'extérieur du navire. Et cela met fin à l'anime. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.